et bienvenue dans cette émission où nous allons vous présenter les dispositifs que vous pouvez saisir pour développer votre politique handicap. Cette émission est interactive, vous pouvez poser vos questions en direct et nos invités y répondront après leur présentation. C'est Simona Burgio à mes côtés, pilote de la mission handicap, qui sera votre lien. C'est elle qui va voir vos questions et puis qui nous les fera ressortir. Avant de commencer, je vais laisser la parole à Justine Farcy, directrice du développement et de l'accompagnement RH à Lucans. Madame Farcy, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez souhaité organiser une émission de présentation de ces dispositifs ? Eh bien, écoutez, notre intention à travers cette émission, c'est de vous donner à voir les nombreuses offres de services qui vous permettront d'appuyer le déploiement de la politique handicap dans votre organisme. Et pour ça, nous avons invité deux acteurs majeurs sur le champ du handicap. Tout d'abord, le groupe UGCAM, qui est l'expert au sein du régime général de la sécurité sociale, de l'accompagnement et de l'insertion des personnes qui sont fragilisées par un handicap. Alors, ce sont à la fois des collègues, mais c'est aussi un partenaire dont vous pouvez mobiliser l'offre de services, notamment sur le volet du recrutement et du maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. Le second partenaire que nous avons invité est la GFIP, un partenaire désormais ancien au sein du régime général, puisque nous travaillons avec eux depuis 2016, et qui déploie également une offre globale d'accompagnement, une offre de diagnostic pour faire le point sur votre politique handicap, une aide à la structuration d'un plan de travail vous permettant d'améliorer les résultats en matière de handicap, mais également un ensemble d'outils et de ressources que vous pourrez mobiliser. À travers cette émission, on souhaite vous présenter les offres de services, répondre à toutes vos questions et du coup vous aider, vous aiguiller pour que vous trouviez les offres de services qui répondent à vos enjeux particuliers au niveau local. Alors je vous souhaite une très très bonne émission et j'espère qu'elle sera riche de vos questions. Merci beaucoup Justine. Tout de suite, nous allons accueillir nos deux invités. Vous pouvez venir en plateau. Merci beaucoup. Alors nous accueillons Hugues Defoy, je vous laisse vous installer, qui est directeur mobilisation du monde économique et social à la GFIP. Monsieur Defoy, bonjour. Bonjour. Et nous accueillons Anne Moutel-Seyer, directrice générale du groupe UGCAM de la branche maladie. Ravie d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour à tous, merci de m'avoir conviée. Mais c'est un plaisir. Nous allons commencer avec vous, Monsieur Defoy. Vous allez nous présenter l'offre de service de la GFIP. La parole est à vous. Merci. Alors oui, on a effectivement pris le pari d'essayer de présenter la globalité de l'offre, mais on va évidemment faire quelques focus sur des points qui nous intéressent plus particulièrement. Ça a été dit. La GFIP et le régime général de la sécurité sociale sont partenaires et l'idée c'est bien de mettre en avant aussi tout ce qui est mobilisable à travers l'offre de conseil et d'accompagnement de la GFIP. C'est d'ailleurs le titre de la présentation. Alors on va commencer très rapidement, j'imagine que tout le monde connaît la GFIP, mais rappelez que nous sommes le Fonds de développement pour l'emploi des personnes handicapées, que nous existons à partir de la loi de 87 qui installe en France une politique du quota, que nos ressources sont constituées exclusivement des contributions qui sont versées par les entreprises, qui donc ne sont pas encore aux 6%, mais évidemment que l'objectif de tout cela, c'est de faire en sorte que le taux d'emploi évolue. Et d'ailleurs, notre président, Christophe Roth, est très attaché à faire en sorte que sur cette mandature actuelle, nous ayons une augmentation significative de ce taux d'emploi. Nous sommes ce qu'on appelle une organisation déconcentrée, c'est-à-dire que la GFIP est présente sur l'ensemble du territoire à travers des délégations régionales. Et puis, puisqu'on va quand même centrer notre intervention sur cette offre de conseil et d'accompagnement pour justement construire des politiques handicap, fabriquer des plans d'action, les décliner de façon très opérationnelle. On a une petite organisation interne avec le fait que les employeurs qui sont en moins de 2000 salariés sont accompagnés par les délégations régionales de la GFIP et au-delà de 2000 salariés sont accompagnés par la direction que j'anime au siège et donc la direction de la mobilisation du monde économique et social.
Alors tout ça fonctionne dans ce qu'on appelle un écosystème avec beaucoup de partenariats, alors l'UGCAM, mais aussi évidemment le réseau Cap Emploi, un certain nombre d'acteurs qui sont conventionnés par l'AGFIP pour intervenir justement en mobilisant de l'expertise particulière, des cabinets RH, on va y revenir aussi puisque nous travaillons avec eux pour réaliser ce qu'on appelle des diagnostics actions. Tout ça, évidemment, l'AGFIP ne fait rien seul, tout ça s'inscrit dans un partenariat très large. Alors, je vais essayer de vous présenter très globalement l'offre de service, et puis voilà, tout ça est évidemment disponible sur notre site. Vous voyez là, dans la diapo, une incrustation sur un merveilleux guide qui s'appelle Methodia et qui permet justement d'avoir en visu l'ensemble de cette offre de services et de ces aides financières. Alors, peut-être dire que voilà, qu'est-ce que ça représente? On parlait d'entreprises accompagnées. L'année dernière, nous en avons accompagné 2700 nouvelles. On a un portefeuille aujourd'hui global d'entreprises qui dépasse les 10 000. Alors, évidemment, pas avec la même intensité d'accompagnement pour tout le monde. Alors, sur des sujets qui nous intéressent très particulièrement, évidemment, l'accès à l'emploi, il y a 197 800 personnes l'année dernière qui ont accédé à l'emploi. On a des aides à la compensation du handicap, donc plus de 107 000. Voilà, ça vous donne une idée de ce que globalement ça mobilise en matière de résultats. On a une douzaine de services et prestations et 16 aides financières. Je ne vais pas les détailler toutes parce que ce serait trop long. Mais on va les présenter très rapidement. Alors, peut-être rappeler que voilà, quelques principes fondateurs, c'est que ces aides, ce ne sont pas, hormis la reconnaissance de la lourdeur du handicap, qui est un droit administratif, le reste, ce sont des aides qui sont fabriquées par le conseil d'administration de la l'AGFIP et qui sont accessibles à la fois aux personnes et aux entreprises. Ce n'est pas forcément un droit, ça fonctionne sur une logique de couverture de besoins, donc on analyse le besoin et on essaye effectivement d'apporter des réponses. Ces aides sont cumulables avec les aides de droit commun, c'est important de le rappeler, c'est-à-dire qu'on peut conjuguer des aides d'AGFIP avec des aides de droit commun et donc apporter des réponses assez complètes sur l'ensemble du champ de l'intervention. Alors, les accompagnements de l'AGFIP, on y vient, donc là je passe aussi assez rapidement, mais pour dire que il y a des choses qui sont mobilisables en direct par les personnes et par les entreprises. Et puis, il y a des choses qui passent par ce qu'on appelle l'intermédiation, c'est-à-dire qu'il y a un opérateur qui mobilise une expertise en amont et qui va faire l'intermédiaire vis-à-vis de l'AGFIP. Vous avez un petit tableau là qui représente, qui explique tout ça. Avec, bon, évidemment, on ne va pas présenter tout ça dans le détail, tout le monde connaît Pôle emploi et Cap emploi. Je rappelle qu'en ce moment, d'ailleurs, il y a un rapprochement Pôle emploi-Cap emploi qui fait que voilà, ces deux acteurs travaillent véritablement main dans la main pour essayer pour apporter la meilleure réponse en direction des personnes, mais aussi en direction des entreprises, bien évidemment. La ressource handicap formation, c'est fait pour faire de la compensation du handicap en situation de formation, parce que c'est important évidemment que l'offre de formation soit accessible aux personnes en situation de handicap. Le réseau des référents handicap, on va y revenir, puisque l'AGFIP anime ce réseau pour justement professionnaliser les référents handicap. Le conseil et l'accompagnement en direction des entreprises, là aussi on va y revenir. Puis quelque chose que ici on connaît bien, Comet France, évidemment, qui travaille sur le retour à l'emploi. Alors, si on dit un mot de ce réseau des référents handicap, à quoi ça sert, comment ça marche? L'idée, elle est simple, c'est que finalement, quand on est référent handicap dans une entreprise, dans une organisation, eh ben, c'est intéressant qu'on puisse se réunir entre pairs, échanger des bonnes pratiques, réfléchir ensemble à comment on peut apporter une réponse sur une situation donnée, comment on peut conduire sa politique de communication. Enfin, voilà, partage de bonnes pratiques, d'expériences. Tout ça fonctionnant sur un principe d'intelligence collective avec des ateliers qui sont animés par des experts justement en intelligence collective. Et donc,
voilà, c'est ce qu'on appelle le fonctionnement en réseau, et ça participe évidemment de la professionnalisation de ces référents. On a beaucoup travaillé sur ces questions, d'ailleurs notamment dans le cadre de la concertation qu'on a conduite avec l'État, puisque bon, référent handicap, voilà, c'est une fonction, ça peut être un métier, certains l'exercent à temps partiel, d'autres l'exercent à plein temps. Bon, voilà, tout ça est assez variable d'ailleurs en fonction de l'entreprise ou de l'organisation. Mais vous savez aujourd'hui que dans les entreprises de plus de 250 salariés, il y a une obligation de nommer un référent handicap qui ne serait ni professionnalisé, ni accompagné, ni outillé, ça ne fonctionnerait pas très bien. Et donc l'enjeu de ce réseau, c'est de faire en sorte que justement, à travers ces échanges de pratiques, on les réunisse et on les fasse travailler ensemble pour les aider à agir concrètement au quotidien dans leurs organisations. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, hein, un certain nombre de prestations qui sont mobilisables sur prescription. Je ne rentre pas dans le détail. Alors, puisqu'on présente globalement l'offre, là aussi, quelque chose que vous connaissez bien, et Anne va en parler également tout à l'heure, l'emploi accompagné, l'AGFIP est cofinanceur des dispositifs de l'emploi accompagné qui sont désormais présents sur tous les territoires. C'est la logique du Place and Train, c'est quelque chose qui est un peu nouveau, ça s'installe progressivement. Tous les départements aujourd'hui ont un, voire plusieurs dispositifs de l'emploi accompagné, avec d'ailleurs sur les territoires où il y en a plusieurs, la mise en place d'un chef de file. Et c'est un dispositif qui monte en puissance, puisqu'aujourd'hui on a plus de 5000 personnes qui bénéficient de ce dispositif. L'objectif qui a été fixé par la secrétaire d'État, c'est d'arriver à 10 000, et avec voilà, des financements qui commencent à devenir vraiment conséquents pour atteindre cet objectif. Alors, si on revient sur les aides financières de l'AGFIP, là aussi, je ne vais pas toutes les détailler. Il y a un petit panorama des aides. Vous avez accès à ce support, bien évidemment. Nous avons des aides donc, en direction des personnes en situation de handicap. Et nous avons évidemment des aides en direction des entreprises. Alors, s'agissant des entreprises, on va peut-être parler d'une aide assez emblématique qui est l'aménagement de la situation de travail. Mais il y en a d'autres. Il y a des aides à tout moment du parcours, au moment de l'intégration. Et puis, bien sûr, il y a des aides qui sont nécessaires pour, par exemple, aménager le poste de travail. Ça veut dire concrètement que s'il y a un surcoût du fait que nous avons besoin d'apporter une réponse spécifique à un besoin particulier d'une personne en situation de handicap, l'AGFIP, évidemment, va prendre en charge ce surcoût au titre de cette aide qui s'appelle l'aménagement de la situation de travail. Idem, vous avez la reconnaissance de la lourdeur du handicap, qui est une aide aussi qui, là pour le coup, quand on peut régler une situation avec l'aménagement de la situation de travail, pour autant, une fois qu'on a fait ça, s'il y a des surcoûts qui restent de façon pérenne à la charge de l'employeur, on va mobiliser ce qu'on appelle la reconnaissance de la lourdeur du handicap. Alors, je ne rentre pas dans le détail, tout ça est évidemment accessible, juste pour dire que cette aide va bientôt faire l'objet d'un travail conjoint, puisqu'on souhaite la rénover, parce qu'elle est un petit peu compliquée à mobiliser, parce que reconnaissance de la lourdeur du handicap, c'est un petit peu stigmatisant pour les personnes, et donc il y a un travail qui va s'engager pour réformer ces aides. Alors, dans la suite du document, vous avez donc le détail de ces aides. Je ne vais pas évidemment les détailler toutes parce que ce serait beaucoup trop long. Juste pour dire que voilà, aide aux personnes, aide aux entreprises, on couvre à peu près toutes les situations. Je reviens sur les aides à la personne, par exemple, avec une aide au transport qui peut monter jusqu'à 11 500 €. Et puis sur les aides aux entreprises, j'en ai parlé, notamment évidemment l'aménagement de la situation de travail, mais aussi des aides sur le maintien dans l'emploi, parce qu'évidemment c'est un sujet que nous avons en commun ici, et bien sûr pour faire en sorte que, pour éviter la désinsertion professionnelle et maintenir les personnes en activité. Alors comment on fait pour mobiliser une aide de l'AGFIP? C'est très simple, on s'adresse à la délégation régionale de l'AGFIP, ou bien on fait une demande en ligne, et on vous invite évidemment à faire des demandes en ligne, parce qu'aujourd'hui c'est plus simple à gérer et c'est plus réactif. Voilà, et donc tout ça évidemment est expliqué, vous avez les liens qui vont bien sur le document. On vous explique également comment ça marche avec les personnes qui sont éligibles et pas éligibles. Alors là, j'insisterai sur un point, là aussi, dans une logique de prévention de la désinsertion professionnelle.
Les personnes qui sont bénéficiaires des aides de l'AGEFIP sont des personnes qui ont une reconnaissance administrative de leur handicap. Parfois, c'est un peu long. Quand on fait une demande auprès de la MDPH, la commission peut prendre un certain temps pour statuer. D'ailleurs, c'est assez variable d'un territoire à l'autre. L'AGEFIP intervient dès lors que la personne a fait sa demande auprès de la MDPH. Donc, en amont de la décision qui est rendue par la CDAPH, nous sommes en capacité d'intervenir, notamment dans une logique de maintien dans l'emploi. Ça, c'est important de le souligner, parce que souvent, on ne le sait pas. On pense qu'il faut attendre d'être bénéficiaire de la loi pour mobiliser les aides de l'AGEFIP. Donc, si on prend une situation de maintien dans l'emploi, l'employeur peut solliciter une aide pour aménager la situation de travail dès lors que la personne, le collaborateur, le salarié, a fait sa demande de reconnaissance auprès de la MDPH, et nous n'attendons pas la réponse. Et ça, c'est effectivement très important dans une logique de réactivité, puisque c'est vrai que l'enjeu, c'est évidemment qu'on soit en capacité d'apporter une réponse le plus rapidement possible. Alors sur les entreprises, toutes les entreprises du secteur privé, alors c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure quand j'ai présenté l'AGEFIP, mais nous n'intervenons que dans le secteur privé. Il y a un acteur pour le secteur public qui s'appelle le FIPHFP, qui fait à peu près, en tout cas qui a la même mission que l'AGEFIP, et on fait d'ailleurs beaucoup de choses en commun dans le cadre d'une collaboration que nous avons avec le FIPHFP. Toutes les entreprises privées sont éligibles, tous les travailleurs indépendants, évidemment, sont également éligibles aux aides de l'AGEFIP. C'est important de le rappeler également. Après, les entreprises qui ne sont pas éligibles, c'est les entreprises qui sont sous accord lorsqu'elles n'ont pas atteint le taux des 6%. Quand elles atteignent le taux des 6%, elles redeviennent éligibles à l'AGEFIP. Alors là, j'ai fait un petit focus sur l'offre de conseil et d'accompagnement, parce que comme l'a indiqué tout à l'heure Justine Farcy, l'enjeu, c'est évidemment que cette offre soit mobilisée. Alors à quoi ça sert l'offre de conseil et d'accompagnement ? Vous êtes accompagné par l'AGEFIP. L'AGEFIP a réinvesti, entre guillemets, le champ d'une relation directe aux entreprises depuis 2018. Donc on a déployé des ressources sur les territoires qui font que nous sommes en capacité d'accompagner tous ceux qui souhaitent concrètement agir, mettre en place un plan d'action. Et on ne le fait pas tout seul, puisqu'on travaille avec des cabinets. Et donc il y a ce cercle vertueux où on fait une analyse du besoin, et tout ça pour mettre en place, finalement, construire ce qu'on appelle une politique handicap, c'est-à-dire une feuille de route structurée avec un certain nombre d'axes qu'on va ensuite décliner. Et donc, on réfléchit avec des cabinets, je l'ai dit, mais on a aussi quelques outils. Alors, avant de se lancer, par exemple, on peut faire ce qu'on appelle un autodiagnostic. Vous trouvez ça sur le portail Mon Parcours Handicap, ce qui vous permet, sur les 6 grands axes finalement de la politique handicap, de regarder avec ce petit radar comment vous êtes positionné, et puis justement les axes sur lesquels c'est intéressant de progresser. Et soit après vous pouvez travailler seul, mais vous pouvez aussi évidemment vous faire accompagner par l'AGEFIP pour dire sur tel axe on est un peu faible, il faudrait qu'on avance, donc on souhaite mobiliser cette offre. Le diagnostic action, j'en dis un mot rapidement. Nous avons conventionné, et là on est en train de renouveler le marché justement avec des cabinets qui sont présents partout, qui travaillent justement avec l'AGEFIP. Soit l'AGEFIP réalise elle-même l'analyse de la situation et le diagnostic, soit elle le fait faire par un cabinet. Et donc, nous pouvons mobiliser ces prestations de diagnostic action. Alors là aussi, une petite information, ce n'est pas un scoop, mais presque, dans le cadre du nouveau marché que nous mettons en place et qui démarre au mois de mai, on va pouvoir mobiliser aussi ce diagnostic action pour les entreprises qui vont sortir des accords agréés, parce que vous savez que les accords agréés ont une durée de vie désormais limitée, justement pour faire le point de la situation et pour voir comment on fait pour pérenniser la politique handicap qui a été installée avec l'accord agréé. Donc, tout ça pour dire que ce diagnostic action, il couvre toute une palette de situations assez variées, d'une entreprise qui s'interroge et qui débute, à une entreprise plus aguerrie, qui va sortir d'un accord, mais qui se dit, tiens, maintenant, je ne vais plus être sous accord, donc les modalités vont un peu changer. Force, faiblesse, comment je fais pour pérenniser ma politique handicap. Donc, on couvre véritablement toutes les situations avec cette méthode, analyse, on construit et derrière on met en place un plan d'action et
évidemment, on mobilise. Il y a 6 axes à peu près, hein, c'est assez classique, sur ce qu'on fait en matière de feuille de route. La sensibilisation, la formation, l'information, la communication, le recrutement, l'intégration, le maintien dans l'emploi, bien évidemment, l'accompagnement des parcours professionnels des salariés handicapés, la collaboration avec le secteur protégé et adapté. Alors ça, c'est un point important, parce que vous savez qu'il y a eu des modifications avec la réforme de l'obligation d'emploi. Cet axe de travail reste évidemment un axe important, même si ce qui est fait avec le secteur protégé et adapté aujourd'hui n'est plus comptabilisé dans le taux d'emploi. Alors d'abord, ça reste important parce que ça permet des minorations de la contribution à AGFIP. Ça, évidemment, il y a toujours un enjeu fort. Mais l'autre enjeu, c'est qu'on est là pour soutenir toutes les formes d'emploi, et évidemment, y compris les emplois dans les entreprises adaptées et dans les ESAT. Donc c'est important de continuer, évidemment, à travailler sur ce registre. Alors très concrètement, comment on fait? Alors, je sais pas, je surveille aussi le timing, hein, puisque je sais que le temps nous est compté. Eh ben, on s'adresse à cette délégation régionale. Voilà, nous avons une délégation dans chaque région. Il y a même d'ailleurs des sites où nous avons plusieurs implantations. C'est le cas des Hauts-de-France, par exemple, puisque nous sommes à la fois à Lille et à Amiens, parce qu'on a gardé finalement l'ancien découpage et les anciennes implantations. Donc, il y a une logique de proximité. Donc, vous pouvez vous rapprocher de votre délégation régionale pour enclencher cet accompagnement. Voilà, vous aurez un rendez-vous avec un collaborateur de l'AGFIP qui fera le point, puis après on verra, voilà, pour mobiliser un prestataire pour le diagnostic action, ou bien on reste ensemble pour construire cette feuille de route. Alors, illustration très concrète finalement, parce qu'on parlait tout à l'heure dans un des axes des outils de sensibilisation. Alors, on en a développé, entre guillemets, une certaine palette. L'ActiveBox, alors qu'est-ce que c'est l'ActiveBox? Tous les mois, vous recevez votre box, c'est-à-dire des outils très concrets, flyers, affiches, vidéos. Et tous les mois, donc, on va décliner une thématique handicap, donc handicap visuel, handicap psychique, maladie chronique évolutive. On se cale sur le calendrier qui est assez riche, vous savez qu'il y a des journées. Alors, hein, bon, et donc, on colle à l'actualité, si je puis dire, et tous les mois, le référent handicap reçoit entre guillemets, sa box et son kit. Et ça permet de faire vivre le sujet du handicap de façon très concrète dans les organisations. Handi Poursuite, c'est un jeu qui commence à être bien connu aujourd'hui, mais que si vous ne le connaissez pas, je vous invite. Alors là, on peut jouer évidemment en équipe. Ça permet voilà, de se familiariser à la thématique handicap. Voilà, évidemment, c'est un jeu, donc c'est très ludique, c'est sympathique. Activateur de progrès. Ben c'est pareil, on se déclare activateur de progrès et là aussi on va recevoir des choses, mais surtout il y a aussi le prix activateur de progrès qui est remis tous les ans désormais en clôture de la première journée de l'université du réseau des référents handicap, ce qui permet, alors quand on concourt à activateur de progrès, ben justement on fait un petit dossier, c'est assez souple. Et puis, ça permet évidemment, si on est retenu, nominé, je sais plus, alors c'est le Festival de Cannes, il faudrait que je révise un peu, mais bon, ça permet effectivement de mettre en valeur des initiatives qui sont voilà, tout à fait intéressantes et de mobiliser en interne aussi autour du fait qu'on candidate au prix activateur de progrès. Parce qu'évidemment, tous ces outils qui sont là, ils sont mis à la main du référent pour qu'il puisse mobiliser en interne. L'Active Games, bon, voilà, vous avez tous ces éléments. Alors, je voudrais juste, voilà, on est en train de développer un nouveau produit qui s'appelle l'Active Challenge. Ça dure à peu près un mois. On mobilise des équipes, là aussi, c'est maintenant. Donc vous pouvez vous inscrire. Vous voyez, il y a un petit, dans le support, il y a un petit lien qui permet de s'inscrire. Et là, ça permet justement de mobiliser des équipes sur la durée. Donc ça, c'est nouveau, on est en train de le lancer. Là, c'est la version exclusivement digitale, si je puis dire. Et puis, l'année prochaine, on fera le kit complet, parce que là, avec la partie digitale, on aura des réunions physiques avec des cours d'orientation, des choses comme ça, voilà, qui permettent aussi de mobiliser les équipes, se retrouver, faire des choses ensemble de façon très concrète. C'est important, ces outils, parce qu'évidemment, on sait tous que le sujet du handicap, c'est aussi une question de sensibilisation, c'est aussi de quoi on parle, c'est le fait de casser certaines représentations qui sont un peu freinantes
sur le sujet. Et donc tout ce qui est développé là, ça permet justement de faire vivre très concrètement le sujet. Ça permet de sensibiliser des collectifs de travail, ça permet d'en parler et ça permet finalement de mieux appréhender ce qu'est le handicap. Alors, un jour un métier, du OD, tout le monde connaît du OD, évidemment. On en parlera un petit peu. On va en parler. Un jour un métier, c'est la même chose, fait par la GFIP, avant le DUOD, aujourd'hui qui est peut-être un peu moins connu, mais on le fait toute l'année. C'est-à-dire que si vous souhaitez faire l'équivalent de ce qui se passe pendant le DUOD à une autre période, parce que dans l'entreprise ou dans l'organisation, c'est mieux de le faire, ben voilà. Alors vous faites un DUOD, évidemment, parce qu'il faut faire un DUOD, mais vous pouvez refaire aussi voilà, avec un jour un métier. On a une chaîne YouTube où il se passe plein de choses et où vous pouvez voir d'ailleurs les replays des conférences inspirantes qui sont organisées à l'occasion des universités du réseau des référents handicap et puis plein d'autres choses évidemment sur la chaîne YouTube. Les réseaux sociaux, bon là, tout voilà. Et puis un petit mot quand même rapide sur les modules de professionnalisation puisque la GFIP a développé une offre complète, si je puis dire, d'appui à la professionnalisation en direction d'un certain nombre d'acteurs. Alors vous les avez répertoriés là. Référents handicap en entreprise, évidemment, puisqu'on a commencé par ça, mais aussi référents en CFA, organismes de formation, acteurs de la formation professionnelle, professionnels de la santé au travail, maintien dans l'emploi. Voilà, on a aujourd'hui des réponses en matière d'appui à la professionnalisation qui s'adressent à tous ces acteurs. Et si on fait un petit focus sur, évidemment, référents handicap entreprise, vous avez toute une offre aujourd'hui qui vous permet de vous professionnaliser. Et là, c'est pareil, on organise des sessions virtuelles, en présentiel. Tout ça se passe en région. Il y a une offre nationale qui vient compléter l'offre régionale. Bon, et donc, on s'adresse également à la GFIP pour en bénéficier. Un centre de ressources où vous pouvez trouver plein de choses, des guides, des publications, des rapports, des études, enfin tout un tas de choses. Voilà. Et puis, évidemment, on fait des focus particuliers sur des sujets qui nous intéressent tous, comme la réforme de l'obligation d'emploi. Donc tout ça, évidemment, est accessible sur le site internet de la GFIP. Et puis, on propose aussi, et là c'est important dans la conduite du plan d'action, quand on recrute, on peut publier ses offres sur l'espace emploi de la GFIP. C'est le premier job board de France. Donc on a à la fois, c'est un espace dédié aux personnes qui, voilà, il y a 228 000 profils qui sont inscrits là au mois de mai. Au moment où on se parle, il y a à peu près 200 000, un peu plus de 200 000 offres en ligne. Il y a 22 000 entreprises qui publient. Bon, ça permet pour les entreprises finalement d'avoir un canal de sourcing spécifique avec des personnes qui sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Et puis pour les personnes qui cherchent du travail, ça permet évidemment de candidater sur des offres à travers un canal qui est un petit peu fléché, voilà, particulier, et donc c'est probablement plus efficace que de candidater sur d'autres circuits où voilà, parfois une candidature bénéficiaire d'obligation d'emploi, on peut passer à côté, ou voire même elle peut peut-être faire l'objet d'une petite discrimination. Donc là, c'est un canal un peu privilégié, à la fois pour les recruteurs et à la fois pour les personnes. Voilà, je ne sais pas si j'ai réussi l'exercice dans le timing, mais voilà ce qu'on pouvait dire. Et évidemment, inviter à se lancer dans la construction d'un plan d'action, une offre, voilà, avec l'offre de conseil et d'accompagnement, pour construire très concrètement un plan d'action et donc agir, évoluer, aller plus loin pour atteindre et dépasser, évidemment, puisque d'ailleurs il y a des organismes de la sécurité sociale qui dépassent le taux d'emploi. L'objectif, évidemment, c'est de dépasser le taux d'emploi et d'apporter des réponses concrètes tous les jours aux personnes qui cherchent du travail ou pour lesquelles il est parfois nécessaire d'intervenir pour qu'ils puissent le conserver. Oui, on est sur une offre très riche, appui à la professionnalisation, maintien dans l'emploi, formation, aide financière, des outils ludiques et originaux qu'on a un peu envie d'essayer. D'ailleurs, le jeu Andy Poursuite, j'aimerais bien voir ça. Et aussi des événements donc fédérateurs, comme je disais, des aides financières. C'est très riche. Merci beaucoup pour cette présentation. Comme vous le disiez, on peut retrouver beaucoup d'informations sur votre site internet. Vous avez cité le guide Méthodia notamment. Et donc ce que vous nous dites, c'est si on veut se lancer, il faut contacter sa délégation régionale ou même
directement sur le site internet. Si vous voulez vous lancer, vous appelez la délégation régionale de la GFIP, vous souhaitez bénéficier de l'offre de conseil et d'accompagnement. Vous allez rentrer donc en contact avec un collègue qui va faire une première analyse de la situation. Soit vous allez rester accompagné entre guillemets par la GFIP, soit on peut vous mettre en contact avec nos prestataires pour réaliser donc, ce qu'on appelle le diagnostic action. Et quoi qu'il en soit, tout ça va servir à construire une feuille de route très opérationnelle où on va regarder sur tel axe, voilà ce qu'on peut faire, voilà, et ensuite donner les clés pour décliner cette feuille de route avec l'objectif évidemment que voilà, l'entreprise, l'organisation progresse sur l'emploi. Et donc, c'est évidemment, comme c'est un diagnostic, c'est adapté à la situation. C'est personnalisé. Voilà, c'est vraiment la valeur ajoutée. De chaque organisation. Simona, est-ce qu'on a des questions d'internautes? Alors, oui, Hugues, déjà, je voulais vous remercier parce qu'effectivement, l'exercice n'était pas simple. Il fallait réussir à condenser toute l'offre de services de la GFIP, qui est une offre de services très complète parce qu'elle s'est construite depuis des années, aux besoins au plus près du terrain. On le voit, il y a énormément d'ateliers de co-construction qu'on fait, justement aussi pour comprendre quel est le besoin et comment la GFIP peut y répondre. Moi, j'avais une première question qui est, effectivement, nous sommes aujourd'hui sur convention à GFIP. Est-ce que si on est avec la convention à GFIP, on peut faire appel à tous les aides de la GFIP et est-ce qu'un organisme pourrait passer sur un corps agréé avec la GFIP, malgré qu'il y ait une convention depuis Lucans, en fait? Alors la convention que nous avons avec effectivement vous, elle est faite justement pour mettre en visibilité tout ce qu'on est en train de se dire là, pour justement faire en sorte qu'on passe à l'action. C'est ça l'enjeu, c'est le passage à l'action. Après, chaque organisme est libre de s'organiser entre guillemets comme il le souhaite. Bon, voilà. Donc là, l'idée c'est qu'à travers le passage à l'action, on construise ce qu'on appelle des plans d'action très concrets, en disant voilà, maintien dans l'emploi, comment ça se passe, accès à l'emploi, comment ça se passe, apporter des réponses très concrètes. C'est ce qu'on fait avec cette offre de conseil et d'accompagnement qu'on souhaite mobiliser. Donc oui, l'offre de conseil et d'accompagnement, elle est ouverte à tous les organismes pardon, de la sécurité sociale. Donc il ne faut pas hésiter évidemment à contacter sa délégation régionale en disant bah, voilà, moi je souhaite avancer très concrètement. On va mobiliser donc cette offre et on va travailler ensemble pour construire un plan d'action qui va permettre de progresser et en mobilisant évidemment tous les acteurs de l'écosystème, parce que là on parle de la GFIP, mais la GFIP ne fait rien seule. Et d'ailleurs, le travail qu'on fait avec des organismes de la sécurité sociale et sur le maintien dans l'emploi, évidemment, on a des partenariats de très très longue date avec un certain nombre d'acteurs qui sont dans la sphère de la sécurité sociale. Merci beaucoup. On a plus qu'une question, c'est un commentaire qui apprécie le travail de la GFIP qui est fait au niveau régional. Donc les référents handicap qui vous écoutent en ce moment, ils vous remercient. Moi, je souhaitais en profiter aussi, parce qu'on a parlé de l'ActiveBox, on a parlé d'outils qui sont mis à disposition par la GFIP. Effectivement, vous les avez aussi. Moi, j'essaye de les transmettre au plus vite dans la communauté handicap et donc ils sont disponibles dans la banque documentaire. Vous avez toutes les ActiveBox qui sont sorties depuis la première ActiveBox. Et aussi, je voulais en profiter pour dire qu'il y a aujourd'hui des ateliers qui viennent en appui de l'ActiveBox. Donc, à chaque fois qu'il y a une sortie d'une ActiveBox, la GFIP en profite pour mener un atelier autour de la problématique et du sujet qui a été mis en avant. Donc, c'est un complément qui est donné. Pour bénéficier de la connaissance de tous ces outils-là en direct, il faut s'inscrire et il faut être en fait sur l'espace collaboratif RRH. Comment se passe cette inscription? C'est directement sur le site internet, j'imagine. Absolument. Voilà. Donc il faut faire cette démarche en fait, parce que sinon la GFIP ne peut pas vous reconnaître en tant que référent handicap si vous ne faites pas la démarche d'aller vous inscrire. Je m'adresse comme ça au réseau parce qu'on sait qu'on a des référents handicap qui sont plus aguerris dans la matière parce qu'ils sont là depuis longtemps et puis il y a des nouveaux qui arrivent et c'est important pour tout le monde d'avoir le même niveau d'information. Alors, voilà, on a un travail, je dirais, quotidien avec les référents handicap à travers justement le RRH, le réseau des référents handicap. Alors c'est vrai qu'on a un temps fort
quand on fait l'université du réseau des référents handicap, on l'a vu, mais le réseau des référents handicap, il vit sur les territoires toute l'année. Et donc ce sont les délégations régionales de la GFIP qui animent des programmes, donc des rencontres, des sessions d'information, de professionnalisation. Et donc il ne faut pas hésiter à se rapprocher de la délégation régionale de la GFIP pour rentrer dans ce réseau qui est ouvert à tous ceux qui font vivre les politiques handicap au quotidien dans leurs organisations. Donc évidemment, voilà, l'enjeu c'est que on réunisse, quand on fait l'université, on réunit tous les référents, mais l'activité du réseau des référents handicap, c'est toute l'année sur les territoires, animé par les délégations régionales de la GFIP, et donc il ne faut pas hésiter à se rapprocher de sa délégation pour pouvoir évidemment participer aux travaux. C'est assez riche. Ça fonctionne sur un principe de co-construction et donc ça participe évidemment parce que être référent handicap, c'est très variable d'une organisation à l'autre. Voilà, et donc on a vu qu'à un moment donné, il y avait ce besoin finalement de les mettre en réseau parce qu'ils ne se connaissaient pas forcément tous. Ils ont des choses à se dire parce qu'ils partagent effectivement un certain nombre de préoccupations sur comment je fais concrètement pour faire ceci, cela, comment je fais vivre ma politique handicap, avec des situations assez différentes parce qu'en fonction, on est un organisme de la sécurité sociale, c'est pas pareil que si on est une entreprise de 300 salariés. Bon, mais tout ça, justement, c'est ce qui participe, cette richesse, cette diversité, avec un point commun, c'est que parfois, c'est pas toujours facile, voilà, de faire vivre au quotidien une politique handicap. Et donc l'idée, ça a été de réunir tous ces référents et de faire en sorte qu'ils travaillent ensemble dans une logique voilà, un peu de co-construction et de produire des réponses et d'avancer ensemble. Donc il ne faut pas hésiter à ce que les référents handicap, surtout il ne faut pas rester seul. Après, c'est très variable. Il y a des référents voilà, pour lesquels c'est leur métier à temps plein, si je puis dire. Et puis il y a des référents qui font ça voilà, en plus plein d'autres activités. Bon. Et donc on essaye d'animer cette communauté effectivement assez variée, mais très riche de référents et d'apporter des réponses concrètes à travers le réseau des référents handicap et qui fait donc tous les ans voilà, sa grande manifestation, mais c'est toute l'année sur les territoires, en proximité, avec les délégations régionales, qu'il y a des activités pour se professionnaliser et pour échanger avec ses pairs, parce que ça, c'est aussi très important. Voilà. Et aujourd'hui, de plus, on a excusez-moi, un avantage de pouvoir aussi suivre parfois des ateliers régionaux au niveau national parce qu'on les fait sur les outils collaboratifs et ça permet effectivement de se connecter même si on est d'une autre région et quand c'est du présentiel, ça permet de connaître en fait les personnes qui sont sur la même région et qui partagent les mêmes problématiques. On a encore une question, Pauline, et je pense que c'est important de le dire, de le souligner. La question est, faut-il avoir atteint l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés pour bénéficier de l'offre AGFIP? Ben non. Mais c'est important de le redire. Bah non, parce que tout l'enjeu, c'est évidemment qu'on fasse progresser. Alors voilà, je ne l'ai pas dit, mais je pense que tout le monde a compris, puisque bon, l'AGFIP travaille auprès des acteurs du secteur privé. Évidemment, il y a l'équivalent dans le secteur public. Enfin, bon, donc, on travaille avec tous ceux qui ont besoin d'avancer sur le sujet du handicap. Donc oui, c'est ouvert à tous ceux qui ont... Pas que les bons élèves. Non, bah non, parce que sinon... alors, peut-être un petit trait d'humour. Si tout le monde est à 6%, nous, on peut fermer la boutique. Bon. Alors malheureusement, je crois qu'on a encore un tout petit peu de travail. Heureusement, parce que c'est très intéressant, mais c'est vrai que l'enjeu, évidemment, c'est de faire progresser le taux d'emploi. Et donc, l'AGFIP est là pour travailler avec tous ceux qui souhaitent avancer sur le sujet. Alors, ceux qui sont un petit peu éloignés de la cible, c'est très important, évidemment, qu'ils se rapprochent de l'AGFIP pour voir concrètement comment on avance. Mais ceux qui sont au-delà de 6, on continue de travailler avec eux, bien évidemment. Quoi, hein, parce que, bon, et puis d'ailleurs, c'est intéressant aussi que ceux qui sont au-delà de 6 fassent profiter de leur expérience à d'autres. Et ça, c'est ce qu'on fait d'ailleurs
dans le cadre du réseau des référents handicap, puisque tout le monde n'est pas au même niveau. Tout le monde, il y en a qui sont voilà, mobilisés depuis très très longtemps sur ce sujet, et puis d'autres qui démarrent. Et c'est ça l'intérêt de rejoindre le RH, c'est que justement on peut bénéficier aussi de l'expérience de plus anciens là, qui ont construit des choses, des réponses concrètes. Et quand on arrive, parfois, c'est vrai qu'on peut être un peu démuni. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de la GFIP en région pour voilà, qu'on vous mette en dynamique à travers le réseau des référents handicap. D'ailleurs, le centre de ressources, c'est aussi une capitalisation de tout ce qui a pu être mis en place dans les conventions que vous avez fait avec d'autres entreprises aussi. Et donc, nous allons aussi favoriser, en fait, enrichir ce centre de ressources avec des capsules vidéo qui sortiront, si tout va bien, pour la SCPH de cette année. Et là, donc, vous retrouvez vraiment des documents concrets qui ont été déjà testés dans des entreprises à l'aide de la GFIP, en fait, pour pouvoir les mettre en place. Et vraiment, c'est un centre de ressources qui est très riche. Alors parfois, on se noie un peu dans beaucoup d'infos, mais on peut vraiment trouver des belles réponses. Dernière chose, Pauline, oui, c'est plus qu'une question, c'est une précision pour les organismes. On a parlé de la possibilité en fait, de publier les offres sur le site de la GFIP. Nous avons une offre de multidiffusion, donc en fait les offres qu'elles sont publiées sur la Sécu Recrute par les organismes, si vous cochez la petite case à GFIP, vont être redirigées automatiquement, vous n'avez pas besoin de le ressaisir dans l'espace. Et vous avez aussi un espace CVTech, et donc en fait vous pouvez bénéficier, si vous êtes inscrit dans cet espace-là, donc là il faudra faire la démarche de s'inscrire, mais vous pouvez bénéficier de tous les CV en fait qui sont mis à disposition dans le centre de la GFIP. Et c'est vrai que c'est aujourd'hui l'endroit le plus riche en fait de contacts de personnes qui cherchent un travail et qui sont disponibles sur le marché. Voilà. Merci beaucoup à vous deux. Je vous propose maintenant de passer la parole donc, à Anne Mottel-Cellier, directrice générale du groupe UGCAM, qui va nous parler des différents dispositifs de soutien pour les personnes en situation de handicap, comme le dispositif Passe-Passe, le bilan de compétences pour les travailleurs handicapés. C'est à vous. Merci beaucoup. Et merci Hugues pour la présentation très très claire de l'offre de la GFIP. Je pense qu'on a tous bien compris la richesse de cette offre, avec beaucoup d'accompagnement financier, mais aussi de plus en plus d'accompagnement à la conception d'une politique handicap. Et je pense que c'est intéressant de savoir comment le groupe UGCAM, donc qui fait partie de l'assurance maladie et donc de la sécurité sociale, peut également en proximité, aider les organismes de sécurité sociale grâce à une expertise toute particulière qui existe compte tenu de nos métiers spécifiques. Alors, d'abord, quels sont les enjeux pour la politique handicap des organismes de sécurité sociale? J'ai trouvé ça important qu'on repose ce sujet. Alors, nous sommes des organismes de sécurité sociale qui partageons des valeurs fortes. Et je pense que la dynamique aussi de politique RSO est un élément fort aussi qui nous unit. Et donc c'est pour ça que j'apprécie particulièrement que l'UCANS porte cette dynamique RSO et cette politique handicap. Et je crois que c'est un fervent et un ferment très important dans nos équipes. Et donc ces enjeux sociétaux sont particulièrement importants pour la politique handicap dans chacun de nos organismes, quelles que soient finalement nos activités. Donc ça, c'est un premier enjeu, je pense, extrêmement important pour tous les organismes au sein de la sécurité sociale. Les enjeux sociétaux qui sont particulièrement sensibles d'ailleurs, même pour la jeune génération, qui font écho à des préoccupations, des sensibilités particulièrement fortes. Et je pense que c'est intéressant que les politiques RH s'inscrivent dans ce contexte-là. Elles auront d'autant plus d'efficacité si elles arrivent à montrer que la politique RH, c'est un levier d'inclusion et un levier aussi de responsabilité des organisations et des employeurs, tels que les organismes de sécurité sociale. Donc ça, c'était le premier enjeu que je voulais souligner. Ensuite, évidemment, on a un enjeu RH, à la fois de recrutement pour les travailleurs handicapés, mais aussi de maintien en emploi quelquefois, puisqu'on peut avoir des
des salariés qui sont confrontés à des accidents de la vie, qu'on a déjà parmi nos salariés et en même temps qu'on souhaite bien sûr conserver parmi nos salariés tout en adaptant leur poste à leurs nouvelles difficultés. Et en tant que DRH, quelquefois c'est extrêmement complexe de trouver ces solutions adaptées, quand bien même on souhaiterait et on souhaite bien sûr conserver ces salariés parmi les effectifs. C'est important pour les DRH, c'est important pour les managers aussi. Pour les managers, ce n'est pas toujours simple de s'adapter à des évolutions d'un de leurs salariés confronté à un accident de la vie, qu'il soit d'ailleurs, qu'il arrive à une situation de handicap reconnu ou à une difficulté liée à une maladie chronique notamment. Et troisième enjeu, peut-être qu'on ne le met pas beaucoup en avant, mais il est réel, hein, c'est un enjeu financier aussi. Vous l'avez évoqué, Hugues, hein, le respect des obligations réglementaires qui sont quand même assez importantes aussi hein, pour tout organisme. Et donc je pense que c'est quelque chose aussi à intégrer dans sa politique handicap. Je me permettrai peut-être de souligner un point, un indicateur qu'il est intéressant quand même de regarder pour tous les organismes. C'est quelquefois, on est plutôt bon dans notre taux d'atteinte une année donnée, mais il faut faire l'exercice de se projeter. Projetez-vous à 5 ans. Parce qu'en fait, je me souviens, on avait regardé au sein de la branche maladie à un moment, on avait énormément de personnes bénéficiant de la RQTH qui en fait vont bientôt partir à la retraite. Tout ça se prépare. Donc c'est très bien d'avoir à un moment donné atteint son objectif, mais c'est presque un combat constant, entre guillemets. Et c'est d'ailleurs très bien, c'est normal. Il faut toujours renouveler ses efforts. Et donc il faut vraiment, dans cette stratégie, dans le plan d'action à mener, il faut avoir une vision pluriannuelle et avoir quelques indicateurs clés. Et je pense que c'est important de suivre l'âge des bénéficiaires de la RQTH pour pouvoir se projeter aussi sur la conformité sur le sujet. Alors, dans ce contexte, le groupe UGCAM, comment peut-il vous aider? Alors d'abord, c'est le groupe UGCAM souvent un peu méconnu au sein de la famille de la sécurité sociale. En fait, c'est tout simplement l'opérateur des établissements et des services de l'assurance maladie. Les UGCAM, qui sont les unions pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie, ont été créées en 2000 pour assurer finalement ce métier un peu spécifique de la gestion d'établissements. Ces établissements étaient précédemment gérés principalement par les CEPAM, quelquefois par des CARSAT d'ailleurs. Et en fait, les UGCAM ont été créés pour pouvoir professionnaliser cette gestion d'une part, et puis aussi séparer les deux rôles de l'assurance maladie, régulateur et opérateur, pour que ça soit plus sain. C'était dans le prolongement des ordonnances Juppé. Et en fait, quand on regarde les activités gérées aujourd'hui par le groupe UGCAM, on a une grande diversité d'activités, hein, à peu près 250 établissements. Et dans ces établissements, on a deux métiers particulièrement représentatifs. Dans le champ sanitaire, nous sommes très présents sur ce qu'on appelle les établissements de soins de suite et de réadaptation, qui d'ailleurs, dans certains d'entre eux, ont des antennes comètes pour l'insertion professionnelle très anticipée, avec des dispositifs précoces d'insertion professionnelle qui sont financés notamment par la GEFIP. Donc ces établissements de soins de suite et réadaptation qui permettent de la rééducation, notamment après un accident de vie, par exemple un accident de la voie publique, un AVC. Donc il y a de la rééducation intense, et d'ailleurs dans certains cas, pour certains accidents graves, il n'est pas possible pour un salarié de garder le même emploi. Donc ça peut commencer très très tôt, hein, presque la conscientisation qu'il va y avoir un travail énorme, peut-être pour renoncer à un poste, peut-être pas un emploi, hein, mais à un poste, peut-être garder un poste dans la même entreprise, mais chercher autre chose. Et ce qui est vraiment important d'avoir en tête, c'est qu'il y a ces enjeux à la fois de recrutement de travailleurs handicapés, mais aussi de maintien dans l'emploi, qui concernent beaucoup toutes les entreprises en fait aujourd'hui. Donc les établissements de soins de suite et réadaptation, première grande expertise, et deuxième grande expertise, les établissements et services médico-sociaux, surtout sur la filière handicap. On a quelques EHPAD,
donc pour les personnes âgées, mais finalement, on est plutôt présent sur la filière handicap, avec une grosse particularité, c'est qu'on est le premier opérateur sur la réadaptation professionnelle, qui est spécialisé dans l'insertion professionnelle durable des travailleurs handicapés notamment. Alors, voilà, je vous ai mis une petite carte avec quelques chiffres clés pour que vous voyez aussi nos implantations. Donc on a à peu près 239 sites géographiques. Les sites géographiques là, désignent l'implantation des établissements, sachant que nous avons 13 UGCAM régionales qui correspondent globalement aux régions administratives. Donc 239 sites géographiques, 164 établissements et services médico-sociaux, 78 établissements sanitaires et quasiment 14 000 salariés. Donc on est méconnu, mais finalement on représente quasiment le réseau en fait, de la branche recouvrement. Donc on est quand même aussi en nombre de salariés au sein de la sécurité sociale. On représente un nombre important de salariés, à la convention d'ailleurs sécurité sociale, avec des métiers extrêmement différents du reste de la sécurité sociale. Alors, si on fait un zoom sur la réadaptation professionnelle, ce sont des métiers, ces établissements sont des établissements médico-sociaux, donc qui sont financés par l'assurance maladie. Les tutelles sont les agences régionales de santé. Donc c'est un petit peu particulier. Hein. En tout cas, nous sommes financés par l'assurance maladie, comme tous les établissements de réadaptation professionnelle. L'objectif de ces établissements, c'est vraiment d'aider les personnes en situation de handicap à trouver un emploi durable. Donc quelquefois, ces personnes sont très loin de l'emploi et donc il y a besoin de faire un bilan très précis sur les souhaits, les capacités et toutes les capacités à la fois physiques, les capacités en termes d'apprentissage, d'acquis. Donc c'est un bilan très global. Et ensuite, il y a une possibilité de former à des diplômes qualifiants pour certains. Donc les modalités, c'est vraiment définir un projet, qualifier et renforcer l'employabilité de ces personnes en situation de handicap, qui sont souvent, on le sait, hein, plutôt moins qualifiées et qui sont très éloignées de l'emploi. Donc il y a une difficulté supplémentaire pour les accompagner. Le public cible de ces établissements de réadaptation professionnelle, au départ, on était vraiment uniquement sur les bénéficiaires de cette fameuse RQTH, la reconnaissance de la qualification des travailleurs handicapés. Mais il y a eu progressivement des évolutions, et ces évolutions, elles ont été reconnues par un décret relativement récent, en 2020, pardon. Un décret qui vient finalement entériner une évolution qui permet à ces établissements d'aller au-delà de leur public cible historique et d'utiliser l'expertise des professionnels des ESRP et les plateaux techniques aussi très spécialisés à l'attention d'un public plus diversifié, éloigné de l'emploi. Donc, il y a eu plusieurs assouplissements, par exemple un assouplissement sur l'âge. Au départ, c'était à partir de 18 ans. Maintenant, on peut accompagner à partir de 16 ans, parce qu'on sait que, évidemment, les projets professionnels se préparent très tôt. Donc ça permet aussi d'accueillir des jeunes de manière très intéressante. On peut également accompagner des personnes en recherche d'emploi, ce qui aussi a conduit à des premiers partenariats, notamment avec Pôle emploi. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et après, ça peut être aussi toute personne déjà en emploi, mais qui peut être en risque d'inaptitude ou en risque de désinsertion professionnelle, plus globalement. Et ça, c'est très intéressant parce que finalement, là, l'État a clairement pris conscience qu'il y avait un potentiel. Il y a des expertises qui existent, pluriprofessionnelles dans ces établissements, que ce soit évidemment des formateurs, des chargés d'insertion, spécialisés tous dans le handicap, hein, des médecins, des assistantes sociales, qui toute leur vie professionnelle accompagnent des personnes en situation de handicap. Et donc, ces expertises, elles sont désormais accessibles à la fois pour du public handicap, mais mais aussi au-delà, pour des personnes qui ont des difficultés avec l'emploi, parce qu'en fait, on sait que c'est les mêmes ressorts
pour les remettre dans l'emploi. Les services RH peuvent orienter certains de leurs salariés qui peuvent rencontrer ce genre de difficultés vers ce type... Tout à fait. D'accord. Alors, finalement, on peut peut-être se poser la question, mais c'est quoi la spécificité d'un établissement ou d'un service de réadaptation professionnelle par rapport au droit commun ? Le droit commun, des formations classiques, eh bien, la spécificité, finalement, c'est qu'on retrouve dans nos établissements de réadaptation professionnelle, sur un même lieu, on retrouve tout l'accompagnement, ce qu'on appelle l'accompagnement médico-psychosocial. C'est-à-dire que, certes, il y a de la formation, bien sûr, la formation qui elle-même est adaptée à une personne handicapée. Donc la formation, elle est plus longue, souvent, parce qu'il y a des facultés d'apprentissage qui parfois peuvent être un peu plus longues. Et pour être certain qu'à la fin, le stagiaire va obtenir son diplôme, quelquefois la formation dure un peu plus longtemps et les méthodes pédagogiques sont adaptées. Donc adaptation de la formation et puis un accompagnement global au-delà de la formation. Le stagiaire, là où il peut d'ailleurs être hébergé sur le site, et il a tout un accompagnement global, un médecin qui peut l'aider, un psychologue, un chargé d'insertion pour l'aider à trouver un emploi, à faire quelquefois de l'alternance, de l'apprentissage. Donc d'avoir tout sur le même lieu, c'est à la fois très rassurant pour le stagiaire. N'oublions pas que ce sont des publics souvent très vulnérables, qui sont déjà éloignés de l'emploi et qui ont une difficulté supplémentaire. Et le fait d'avoir sur le même site l'ensemble des offres un peu cocooning, ça les aide énormément pour reprendre confiance en eux. Voilà, la confiance, c'est quand même le levier du retour à l'emploi. Vraiment, je pense que ça, c'est extrêmement important de l'avoir en tête. Alors, finalement, au sein du groupe UGCAM, nous, on a plusieurs établissements. Là, on vous a mis quelques chiffres. On a 10 établissements et services de réadaptation professionnelle qui font donc de la formation qualifiante sur des métiers extrêmement variés, avec des diplômes qui sont reconnus par le ministère du Travail. Et donc l'offre peut être très variée selon les sites. Par exemple, ça peut être des métiers autour de l'informatique, agent d'accueil, commercial. Ça peut être aussi autour de la vente. Mais on a même des établissements d'ailleurs qui sont spécialisés sur des métiers de la santé. On a un établissement à Montpellier qui a initié depuis plusieurs années cette expertise et qui forme des infirmiers et des aides-soignants en situation de handicap. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Ça a d'ailleurs été largement valorisé aussi par Madame Cluzel. On est en train de le déployer, on l'a déployé depuis 1 an aussi pour les infirmiers à Lille. Et ça souligne une chose, c'est qu'il n'y a pas un métier qui est fermé à une personne en situation de handicap. Vous avez vraiment une offre de formation très variée. On va de l'informatique justement jusqu'au médico-social. Et ce que je souhaiterais souligner quand même, c'est que vous accueillez des personnes qui viennent de partout en France sur un site donné, qu'ils vont être formés, donc ils vont retourner dans leur région. Cela signifie quand même qu'un employeur pourrait faire appel à un centre de Montpellier, par exemple, même si son site de travail, il est dans une autre région, parce qu'il se peut qu'il y ait une personne après à re-employer en fait un local. C'est ça. Alors c'est possible, mais on va vous montrer aussi un petit peu la cartographie des offres du groupe UGCAM. Et puis voilà, bien sûr, il y a aussi d'autres offres qui peuvent être intéressantes, qui font exactement la même chose, d'autres partenaires concurrents et néanmoins amis, je vous en parlerai. Mais ce qui était intéressant aussi là, c'est de savoir qu'au sein du groupe, au sein de la sécurité sociale, vous avez ces expertises. Et c'est vrai que les contacts sont beaucoup plus simples, entre guillemets, en famille, pour pouvoir co-construire aussi éventuellement une politique handicap, voir si effectivement il y a des possibilités de formation par rapport à des cas individuels particuliers auxquels un organisme peut être confronté. Donc là aussi, on va le voir, c'est la même logique, c'est une logique de dialogue en proximité qu'il faut instaurer. Et d'ailleurs, ça peut être aussi l'occasion d'aller visiter, tout simplement, d'aller visiter ces sites pour comprendre ce qu'ils font,
voir les plateaux techniques qu'ils utilisent, voir comment se passe le quotidien d'un stagiaire, pour aussi bien comprendre comment ça peut s'organiser en lien avec l'entreprise. Donc ça, effectivement, c'est tout à fait possible. Et au sein du groupe, nous, on accueille par an à peu près 5000 stagiaires. Voilà. Alors, finalement, ce que nous, on peut éventuellement apporter, je pense, aux organismes de sécurité sociale, c'est différentes choses. C'est participer, comme on le fait parfois déjà, à des interventions sur la sensibilisation au handicap. On sait que dans toutes les entreprises, c'est un enjeu majeur pour l'ensemble des salariés, mais aussi une sensibilisation peut-être un peu plus ciblée pour des managers. Comment gérer dans une équipe une personne en situation de handicap. Il y a des interventions qui peuvent être totalement calées, organisées par nos établissements qui ont vraiment cette expertise et qui travaillent avec les entreprises au quotidien. Je pense que c'est vraiment intéressant, ces établissements, c'est probablement ceux qui travaillent le plus avec des entreprises au sein de la sécurité sociale, parce que pour eux, l'enjeu, il est vraiment d'accompagner en entreprise le plus possible. Ils ont un objectif, c'est ça. Il y a un stagiaire qui entre, il faut lui trouver un emploi. Et au-delà de la formation, et on a des taux d'insertion qui sont particulièrement intéressants et meilleurs que dans le droit commun, puisqu'on met aussi peut-être plus de moyens pour assurer cette insertion durable en entreprise. Donc, des interventions de sensibilisation au handicap. On peut aussi organiser au sein des organismes des accueils de nos stagiaires en stage. Il peut y avoir plein de modalités à concevoir. On peut bien sûr accompagner les organismes dans le recrutement de travailleurs handicapés en fonction des besoins des organismes. Il y a un dispositif qui existait à un moment partage qui a permis beaucoup le recrutement de travailleurs handicapés au sein des organismes de sécurité sociale. Et je l'ai évoqué aussi, une aide bien sûr au maintien dans l'emploi. Alors là, vous avez une carte avec les sites sur lesquels le groupe UGCAM a une offre de réadaptation professionnelle. Aujourd'hui, on est le premier opérateur en France. On a 17% à peu près des capacités installées et un tiers des stagiaires qui sont dans des établissements de réadaptation professionnelle sont en UGCAM. Donc c'est une offre importante, mais elle n'est pas unique. Donc elle peut être, si vous êtes dans une région où il n'y a pas d'établissement UGCAM, il y a d'autres établissements qui existent. Et on va vous en parler également. Et donc là, vous avez des petits points colorés différents selon les offres différenciées que je vais vous présenter. Donc le groupe UGCAM, effectivement, est présent dans différents départements qui sont listés ici. Alors, la FAGER, c'est une fédération qui regroupe l'ensemble des gestionnaires de réadaptation professionnelle. Et comme on est assez présent dans le secteur, nous sommes aussi vice-présidents de cette fédération. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un secteur qui échange beaucoup. C'est extrêmement interactif, il y a beaucoup d'échanges de bonnes pratiques. C'est un réseau qui se connaît bien. Les enjeux sont souvent techniques autour de la formation, encore plus formation et handicap. Mais c'est un réseau très actif et vous avez donc visibilité sur toutes les offres existantes en France sur le site de la FAGER. Comme ça, par rapport à la région où l'organisme est présent, il peut éventuellement identifier toutes les offres de réadaptation professionnelle existantes. Et il y a un exemple que je souhaitais mentionner, par exemple. Il y a une convention relativement récente qui a été signée entre des organismes de sécurité sociale et la FAGER en région Grand Est, avec cette volonté commune des directeurs de ces organismes dans cette région Grand Est de lancer une dynamique régionale. Et je trouve ça aussi intéressant parce qu'il y a de l'émulation aussi quand il y a plusieurs organismes dans la même région
qui se lancent dans ce projet. Et donc, ils ont réussi à concevoir cette dynamique globale et ils ont signé avec les établissements de la FAGER une convention qui inclut différentes possibilités, dont évidemment de la mise en relation avec tous les établissements de la région qui appartiennent à la FAGER, des possibilités d'accueil en stage, de sensibilisation au handicap, des enjeux sur le maintien dans l'emploi et bien sûr les formations. On sait que par exemple les CTI de l'assurance maladie ont pas mal d'actions sur le recrutement d'informaticiens en situation de handicap. Là, c'est bien parti. Donc, on voit vraiment qu'il y a des métiers qui s'y prêtent totalement. Je pense qu'il faut regarder en local, en fonction des besoins de l'organisme, et s'adapter et en discuter avec soit l'UGCAM, soit l'autre établissement de réadaptation professionnelle existant. Donc si un organisme souhaite par exemple voir si sur sa région il y a des organismes UGCAM ou autres, peut aller sur le site de la FAGER que vous avez indiqué tout à l'heure, et là il aura vraiment la panoplie des possibilités sur sa région. Exactement, oui, tout à fait. Alors, ensuite, voilà, je souhaitais effectivement refaire un petit zoom sur l'emploi accompagné. Alors, pourquoi l'emploi accompagné? Peut-être rappeler qu'historiquement, dans les établissements de réadaptation professionnelle, le cœur de métier, c'est la formation. Donc, c'était nos fameux ESRP. Ensuite, ont été créés des ESPO, de la préorientation, qui sont des bilans de compétences, globalement spécialisés dans le handicap. Et on a aussi des UROS qui sont spécialisés dans les filières cérébro-lésions. Voilà. Mais globalement, c'était ça le cœur d'activité des établissements de réadaptation professionnelle. Et en fait, c'est un secteur qui quand même évolue, parce que d'ailleurs même dans le droit commun, on a de plus en plus d'acteurs qui essayent de faire des activités spécialisées sur le handicap. Et il y a, au-delà des offres nouvelles créées et inventées par les acteurs de réadaptation professionnelle, il y a effectivement ce phénomène, ce nouveau dispositif de Learn and Train qui existait en fait depuis de nombreuses années dans d'autres pays européens, l'emploi accompagné, qui a été instauré depuis quelques années en France. Là, c'est intéressant d'ailleurs toutes ces comparaisons internationales, parce qu'à l'étranger, on voyait que ça fonctionnait très bien. Oui. Et en fait, quand on y réfléchit, c'est une évidence. Et donc, ce dispositif d'emploi accompagné, il a un avantage, c'est vraiment d'assurer un accompagnement sans limite, à la fois de l'employeur et de la personne en situation de handicap. Parce qu'on sait que ce n'est pas le tout de former, ce n'est pas le tout peut-être même de faire de l'alternance, d'organiser le recrutement avec l'employeur. Après, il y a la vie en entreprise. Et cette vie en entreprise, elle est ponctuée d'évolution, de changement, d'organisation, de changement de manager, et puis peut-être d'évolution dans la vie du travailleur handicapé qui fait que quelquefois, il y a un équilibre qui peut être déstabilisé et l'emploi accompagné est là pour donner un référent à tout moment à l'employeur, à la personne en situation de handicap, en disant si jamais vous avez un problème, si vous avez besoin d'échanger un moment parce qu'il y a quelque chose qui ne marche plus très bien, l'emploi accompagné, la personne qui vous a suivi depuis le début, elle est toujours là pour en discuter et pour trouver une solution. Et ça, je trouve que le concept est quand même particulièrement efficace et on voit que ça rencontre un écho très favorable et que ça se développe très très bien. Donc effectivement, nous-mêmes, on est participants à ce dispositif. Je me permets aussi de souligner que c'est un dispositif gratuit. Donc c'est toujours intéressant. Voilà.
C'est gratuit. Financé par la GFIP en fait. Alors, pas que. Oui, GFIP et je ne sais pas qui d'autre. Le dispositif de l'emploi accompagné, aujourd'hui, en termes de financement global, ça représente 32 millions. Oui, mais il n'y a pas que la GFIP effectivement qui finance. D'accord. Je me permets juste une petite aparté en tant que maître du temps, parce qu'il ne nous reste plus que 22 minutes d'émission, donc c'est pour qu'on ait ça en tête pour la suite. Donc, c'est gratuit. Et alors là, je vous ai indiqué les endroits où on faisait, nous, de l'offre, une offre emploi accompagné. Et j'ai également indiqué le site du collectif France Emploi Accompagné, qui vous donnera, comme pour la FAGER, la visibilité globale sur toutes les offres existantes en France. Voilà, alors quelques autres zooms rapides. Les bilans de compétences spécialisées. Les bilans de repositionnement professionnel, ils existent dans tous nos établissements, mais on a en Hauts-de-France des bilans de compétences spécialisées qui ont été mis en place. Donc les bilans de compétences qui sont financés par l'OPCO de manière très cadrée. Les 2 établissements de réadaptation professionnelle en Hauts-de-France ont conçu un dispositif spécialisé sur le handicap qui est particulièrement intéressant. Donc ceux qui sont en Hauts-de-France, je vous invite à vous rapprocher de l'UGCAM. Je pense que c'est vraiment intéressant pour le regarder. L'objectif étant bien sûr de faciliter un reclassement. Alors, dernier point, peut-être, je voulais également mettre en lumière un dispositif qui a été conçu il y a 10 ans par un de nos établissements à Lille. C'est le dispositif Passe-Passe. Un dispositif qui permet d'accompagner les personnes autistes, mais de haut niveau, donc plutôt autistes Asperger, les accompagner vers l'emploi. Là encore, c'est intéressant de montrer que même avec un handicap, ce type de handicap, autisme, c'est possible de trouver un emploi. Après, ce n'est pas toujours simple avec toutes les formes d'autisme, évidemment. Mais là, on a des parcours individuels extrêmement intéressants. Et donc, ce dispositif conçu il y a 10 ans, qui passe bien sûr par de l'alternance, alternance inclusive, il fonctionne très bien. Il a reçu un prix de l'OCIRP. Il a été aussi mis en valeur par Madame Cluzel. C'est un dispositif maintenant qu'on essaye d'essaimer dans nos différents établissements de réadaptation du groupe UGCAM. C'est aussi l'intérêt d'avoir un groupe et un petit réseau. C'est quand il y a une bonne pratique dans un établissement, on essaye évidemment de la doublonner, on fait des rétextes et on partage sur ces dispositifs qui rencontrent vraiment un intérêt. Voilà ce que je voulais vous dire rapidement. Alors j'ai mis évidemment aussi quelques contacts en UGCAM et pour peut-être terminer, je vous propose de lancer un petit film pour vous parler du dispositif Passe-Passe. Passe-Passe, de l'orientation vers l'inclusion professionnelle des personnes ayant des troubles du spectre de l'autisme. Avec Passe-Passe, l'UGCAM offre un dispositif d'alternance inclusive et d'emploi accompagné aux personnes ayant des troubles du spectre de l'autisme pour s'insérer dans le monde de l'entreprise. Esther est directrice d'une société de solutions informatiques. Grâce à ce dispositif, elle a recruté Mathieu, ingénieur système ayant un autisme de haut niveau. Dans l'entreprise, depuis des mois, nous cherchions un stagiaire compétent dans un domaine qui trouve malheureusement peu de candidats. Alors lorsque ton CV est arrivé sur mon bureau, ton profil a tout de suite fait tilt. Tu m'as tout de suite parlé de ton handicap. Oui, bien sûr, dès que tu m'as contacté pour un entretien. Je peux te l'avouer maintenant, j'ai eu peur. J'ai tout de suite pensé à nos locaux, aux aménagements à prévoir. Oui, je sais. Pourtant, je t'avais précisé que mon handicap est non visible. Je n'ai pas de fauteuil ni de canne blanche. J'ai des troubles autistiques. J'ai ce qu'on appelle un autisme de haut niveau. Comme ta candidature était proposée dans le cadre de Passe-Passe, ça m'a mise en confiance. Oui, c'est ça. Passeport professionnel Asperger. J'ai surtout compris qu'il y a tout un accompagnement autour de toi pour t'aider dans ta démarche d'insertion professionnelle, avec des professionnels compétents du groupe UGCAM. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'ils m'ont beaucoup aidé dans mes démarches et ça, c'est une vraie valeur ajoutée pour nous deux. Bien sûr. Comme l'établissement UGCAM t'accompagne dans l'élaboration d'un projet professionnel adapté et personnalisé, ça m'a conforté dans mon choix. Et surtout, quand tu m'as parlé de ton parcours, j'ai tout de suite voulu te rencontrer. Lors de l'entretien, j'étais... impressionné. Pas évident pour moi. C'est normal.
Heureusement, tu étais accompagné par ton tuteur, un professionnel du groupe UGCAM. En tout cas, dès que nous avons parlé de tes compétences, ton regard s'est illuminé et ta parole s'est fluidifiée. C'est vrai que je me suis senti en confiance. Cette rencontre a été déterminante. J'ai dit banco. Dès le départ, le dispositif Passe-Passe de l'UGCAM nous a accompagnés pour son intégration dans l'entreprise. Les professionnels nous ont informés sur les caractéristiques de ce handicap, sur la mise en place du poste pendant toute la période d'alternance dans notre entreprise. Un vrai suivi qui petit à petit s'était estompé. Et au final, ça a été simple. Du côté de l'équipe, par contre, ça a été moins évident. Certains membres ont eu de grandes craintes. Il sera moins productif, on va devoir travailler plus. Ça va nous fragiliser, merci du cadeau. Mais vous êtes fous, ça va nous coûter cher. Ah, l'inconnu, ça fait toujours peur. Alors c'est vrai, je ne suis pas fan des conversations autour de la machine à café. Il faut le savoir. Les relations sociales, en général, c'est pas notre fort, nous, les personnes avec un trouble autistique. Bon, à côté de ça, je suis persévérant, rigoureux et soucieux de la qualité de mon travail. Et ça, ce sont les avantages de ce syndrome. Et face à tant de qualités, même Marc qui est le plus récalcitrant, il s'est laissé convaincre. Les collègues ont même fini par approuver la démarche de Passe-Passe et t'ont soutenu. En tout cas, t'accueillir dans notre entreprise, c'est aussi la preuve que tous nos collaborateurs savent donner une chance à tout le monde, peu importe le handicap. Et moi, j'ai appris que mon syndrome peut être utile pour la société et le dispositif Passe-Passe m'a révélé plein de situations pour lesquelles il pourrait servir. Aujourd'hui, je suis fière d'avoir réussi à créer une équipe riche et variée, mais aussi d'avoir su renforcer la responsabilité sociétale de mon entreprise. Grâce à toi, Mathieu, nous avons enrichi nos compétences internes et nous avons travaillé sur nos préjugés. Mais pour être honnête, malheureusement, peu acceptent un tel challenge. Pour le moment. À la fin de mon stage, quand tu m'as proposé de m'embaucher, je me sentais tellement bien à mon poste que je voulais poursuivre ma mission. Je dois cette réussite d'intégration au dispositif Passe-Passe. À l'alchimie qu'il y a eu entre Mathieu, moi, mes collaborateurs et l'établissement et service de réadaptation professionnelle UGCAM, un groupe de l'assurance maladie. Cette expérience a changé beaucoup de paradigmes dans l'entreprise. Merci Mathieu. Merci Esther. Merci Passe-Passe. Eh bien, merci beaucoup Anne Moutelseyer pour cette présentation et pour cette vidéo qui donne envie d'en savoir plus, ou en tout cas d'essayer peut-être de se saisir de ce dispositif. Simona, est-ce qu'on a des commentaires, des questions? Oui, alors nous avons eu déjà un remerciement de la part de Joëlle Bidet, qui est référente handicap territorial Grand Est, parce qu'elle a apporté aussi ce partenariat FAGER avec les organismes de sécurité sociale. Elle en a la charge aujourd'hui de ce partenariat, donc elle vous remercie de l'avoir souligné. Et d'ailleurs, nous avons une autre référente territoriale, Isabelle Rogel, qui s'est saisie rapidement de l'opportunité en posant la question, mais comment on peut faire dans la région? Et c'est là, en fait, où je vous invite vraiment de vous coordonner avec les référents territoriaux qui sont porte-parole de la mission handicap en local, et parce qu'au niveau régional, nous avons aussi des référents handicap du groupe UGCAM qui sont dans notre réseau. Et en fait, on peut créer une très belle dynamique avec des échanges à niveau régional, et comme le disait Anne justement, aller même visiter un centre, aller se rendre compte, tout ça, ça fait partie aussi de la mise en relation, de la connaissance, et quand on connaît quelque chose, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple d'y aller. D'ailleurs, quand on connaît la GFIP, on a aussi envie de participer aux événements, et on souligne à la date de la prochaine université du réseau des référents handicap qui se tiendra à Bordeaux fin mars. Avant de nous quitter, Simona souhaite nous parler d'une initiative plutôt originale pour sensibiliser au handicap, les Duo Days. Simona, est-ce que tu peux nous expliquer le concept de cette action ? Oui, alors le Duo Day, on le connaît, c'est un principe qui est assez simple, hein. On va accueillir une personne en situation de handicap pendant une journée. Ça se passe à un moment précis de l'année, comme il disait Hugues tout à l'heure, on a la possibilité de le faire en dehors de la journée Duo Day, un jour en métier avec la GFIP, mais le Duo Day, c'est vraiment un jour très précis. Cette année, c'est le 17 novembre, donc pendant la semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap. Et donc, ce jour-là, comment ça se passe? Ça se passe, c'est une rencontre entre la personne en situation de handicap et l'entreprise. C'est un moyen de sensibilisation pour les collaborateurs. Donc, c'est vraiment l'occasion de recevoir sur une journée
de travail, une personne en situation de handicap et se rendre compte qu'en fait, même si la personne elle est malentendante, eh bien, j'arrive quand même à communiquer avec elle, on trouve des moyens de communication, même si elle a un autre type d'handicap, on arrive quand même à mener une journée de travail, et donc c'est une grande sensibilisation pour les collaborateurs, c'est aussi une grande opportunité pour les personnes qui sont en situation de handicap et qui ont envie soit d'aller découvrir des nouveaux environnements de travail, soit de commencer à reprendre cette confiance avec l'employeur, et donc c'est aussi un moment de découverte, et c'est là où rentre la force des UGCAM en fait, qui sont très actifs aussi par rapport au DOD parce que ils se sont vraiment investis sur le sujet. Vous avez créé un super référent en fait au sein des établissements qui fait la relation entre les stagiaires de vos centres et l'employeur. Donc nous avons imaginé avec le groupe UGCAM, d'abord un kit qu'on va vous mettre à disposition à la rentrée. Donc c'est un kit de communication, une boîte à outils. Vous aurez un support de communication pour sensibiliser les équipes de direction, phase très importante. Une fiche mission du référent du OD, une fiche mission aussi du parent ou de la marraine, donc les objectifs qu'il a sur cette journée. On va vous aider aussi à d'avoir une boîte à outils pour la rédaction de l'offre, un outil d'aide à l'inscription sur la plateforme, parce que néanmoins il faut passer par la plateforme, il faut s'y inscrire et c'est important. Aussi un déroulé type de la journée. Mais bon, ça ne fait pas tout. Les organismes qui se sont très investis sur le sujet nous ont remonté la difficulté qui est celle vraiment de la mise en relation avec les candidats. Et donc, comment faire pour y arriver ? Et donc, on va vous mettre un lien avec les UGCAM. C'est les UGCAM qui seront... on vous donnera la liste de ces référents, de ces super référents au sein des UGCAM. Et c'est eux qui pourront effectivement vous accompagner aussi pour la recherche des stagiaires. Bien évidemment, ce sont des stagiaires qui sont dans les centres UGCAM. Mais sinon, à défaut, vous avez toujours la plateforme de l'État pour pouvoir vous mettre en lien avec d'autres candidats. Donc, chaque organisme peut participer. Le concept, c'est un collaborateur qui accueille un travailleur en situation de handicap et ils apprennent l'un et l'autre en fait. Voilà, ça se passe sur une journée, c'est un moment d'échange, ça se construit, hein, ça doit, d'une part il faut avoir les collaborateurs disponibles et d'autre part il faut trouver les personnes disponibles à venir en entreprise. On a une grande pénurie sur l'édition, la dernière édition, donc celle de 2021, c'était dû aussi à la crise sanitaire. Il y a eu une pénurie de candidats et on s'est voulu investir davantage, donc avec la mission handicap, on a réfléchi de comment on pouvait davantage accompagner les organismes et on s'est mis en lien avec le groupe UGCAM et donc on va vous accompagner à la rentrée pour que le DOD, ça soit une réussite. Super. Je me permets peut-être d'ajouter qu'en fait, les établissements publics nationaux, les caisses nationales peuvent aussi accueillir des personnes en DOD. Oui. On peut tous le faire. Voilà, donc c'est intéressant qu'on soit aussi, qu'on se challenge tous pour accueillir le plus possible des personnes ce jour-là. Oui, d'ailleurs l'année dernière, il y a eu une belle mobilisation des directions, que ce soit des directions des caisses nationales et de l'UCANS. Donc effectivement, oui, c'était le DG de la branche maladie qui a pu accueillir une personne en situation de handicap. Ça s'est passé aussi au niveau de la CNAV. Et ici à l'UCANS aussi, il y a aussi dans d'autres unités. Voilà. Merci Anne. Eh bien, merci Anne Moutel-Seyer, merci Hugues Defoy, merci Simona. Et merci à vous de nous avoir suivis pendant 1h30. J'espère que vous avez pu apprendre, que ça vous a donné envie. Et on vous a donné plein de références. Vous avez aussi la possibilité d'aller sur les sites de nos deux partenaires et aussi de contacter Simona par mail au besoin. Je redonne, tu veux redonner ton mail? Alors le mail c'est sburjo@ucans.fr et les supports que vous avez vus aujourd'hui, ils vous seront mis à disposition sur la communauté handicap via le YouRéseau avec le replay dès qu'il sera disponible avec un lien YouTube qui est plus simple à diffuser. Voilà. Voilà, merci encore, bonne journée et puis bon appétit bientôt. Au revoir. Merci à tous. Merci. Au revoir.